Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des relations entre la Chine et Taïwan. Ces relations sont tendues et font parfois craindre une guerre qui impliquerait également les États-Unis. Donc on va essayer de décrypter un peu tout ça, voir quelles en sont les probabilités et quels sont les intérêts de chacun. Mais avant ça, je vais vous parler une minute du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN, c'est un logiciel qui vous permet de sécuriser votre connexion Internet en rendant vos données illisibles pour quelqu'un qui tenterait d'y accéder. Vous pouvez vous connecter à des serveurs partout dans le monde, ce qui vous permet aussi d'avoir accès à des catalogues différents sur des plateformes comme Netflix par exemple. Pour faire simple, si vous vous connectez à un serveur aux États-Unis, vous aurez accès au catalogue américain. L'utilisation est simple, rapide, accessible à tous et NordVPN est disponible sur ordinateur, téléphone et télé. Mais NordVPN c'est aujourd'hui plus qu'un simple VPN puisqu'il vous protège maintenant également contre d'autres menaces comme des sites web infectés de virus par exemple et il peut bloquer certains trackers ou certaines publicités intrusives. Et si vous activez cette fonction de protection sur l'application, vous n'avez plus à vous connecter à un serveur VPN pour être protégé. Donc NordVPN évolue pour devenir un système de protection plus large qu'auparavant. NordVPN est garanti 30 jours satisfait ou remboursé, donc vous ne perdez rien à au moins le tester. Et en utilisant ce lien ou ce code promo, vous bénéficiez d'un mois gratuit sur l'abonnement de 2 ans. Donc allez jeter un œil, ça peut être intéressant pour vous. Et maintenant, on revient à un autre sujet, les relations entre la Chine et Taïwan. Alors, pour compléter cette vidéo, je vous conseille d'aller en voir au moins 2 autres. La première, c'est une explication du déroulé de la révolution chinoise à partir de la chute du dernier empereur de Chine au début du XXe siècle. Ça vous permet de comprendre comment la Chine continentale est devenue communiste et l'île de Taïwan nationaliste. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire un récap ici. La deuxième vidéo, elle concerne la géopolitique de la mer de Chine méridionale. On y parle des intérêts des pays qui bordent cette mer, ça inclut la Chine et Taïwan, et aussi du rôle des États-Unis dans la région. Ça complète vraiment la vidéo que vous êtes en train de regarder, donc je vous conseille d'aller la voir. Et sur ce, on peut commencer. La Chine, officiellement République populaire de Chine, s'étend sur 9 596 960 km² et compte 1 400 000 000 d'habitants. C'est officiellement une république autoritaire, à parti unique, le Parti communiste, et le président du pays est Xi Jinping en fonction depuis 2013. Et Taïwan, officiellement République de Chine, est une île située au large de la République populaire de Chine d'une superficie de 35 980 km², pour une population de 23 500 000 habitants. C'est une démocratie dont la présidente depuis 2016 est Tsai Ing-wen. Alors je précise que par simplicité, j'utiliserai le mot Chine pour la République populaire de Chine et le mot Taïwan pour la République de Chine. L'île de Taïwan est libérée de l'occupation japonaise en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est à cette période que les nationalistes chinois, menés par Chiang Kai-shek, et qui sont en train de perdre la guerre civile contre les communistes menés par Mao Zedong, en prennent le contrôle et s'y réfugient en 1949 avec environ 2 millions de réfugiés chinois. Chiang Kai-shek en devient le président, en réalité dictateur, avec le soutien de son parti politique, le Kuomintang. Après sa mort, en 1975, le régime s'adoucit peu à peu et évolue vers la démocratie. Le premier parti d'opposition, le Parti démocrate progressiste, est créé en 1986 et en 1996 a lieu la première élection au suffrage universel direct. Depuis, Taïwan a vécu plusieurs alternances politiques et on peut considérer que la démocratie est maintenant durablement implantée, du moins avec le régime en place. Vous comprenez donc qu'on a 2 États contrôlés à l'origine par 2 factions ennemies issues de la guerre civile chinoise, les communistes en Chine continentale et les nationalistes à Taïwan. Aujourd'hui, la Chine revendique la souveraineté sur Taïwan, et de son côté, Taïwan a également revendiqué pendant longtemps la souveraineté sur la Chine continentale, mais dans les faits, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, 80 ans plus tard, pourquoi la Chine revendique-t-elle encore aussi fermement sa souveraineté sur l'île? Plusieurs raisons. Symbolique, déjà. La Chine ne cache pas ses objectifs de devenir la première puissance mondiale, que ce soit économique ou militaire. L'idée est de confirmer sa suprématie d'ici 2049 pour le centenaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Et cette suprématie ne serait totale sans un contrôle sur Taïwan, qui est vu par Pékin simplement comme une faction chinoise rebelle et non comme un État à part entière. Symboliquement, la réunification chinoise est donc très importante. Économique ensuite. Malgré les tensions, les 2 pays entretiennent d'étroites relations économiques. La Chine, Hong Kong inclus, représente 49,3% des exportations de Taïwan et 22,6% de ses importations en 2020. Taïwan exporte surtout des produits électroniques. En 2020 toujours, les circuits intégrés représentaient 35% des exportations taïwanaises, dont 61% destinés à la Chine.
Taïwan est notamment leader dans le domaine des semi-conducteurs, indispensables à de nombreux produits de haute technologie, smartphones, véhicules, ordinateurs, objets connectés et globalement tout ce qui touche au numérique. Les entreprises taïwanaises TSMC et UMC sont leaders mondiaux en volume de production et la Chine est dépendante de Taïwan pour son approvisionnement en semi-conducteurs. Et encore plus depuis fin 2020 lorsque les États-Unis imposent des sanctions économiques au géant chinois Huawei, producteur de smartphones notamment. Ces sanctions l'empêchent par exemple d'acheter des semi-conducteurs à la Corée du Sud. Huawei s'est donc davantage tourné vers des producteurs chinois, notamment l'entreprise SMIC, mais les volumes de production étant trop bas, elle a dû également recourir davantage aux entreprises taïwanaises. Pour la Chine, contrôler l'industrie taïwanaise lui conférerait donc un important avantage économique, notamment dans le secteur du numérique, et permettrait de sécuriser ses approvisionnements en semi-conducteurs. Ensuite, il y a bien évidemment des raisons géopolitiques à cette revendication. Pour la Chine, Taïwan est l'élément central d'une chaîne d'îles, toutes contrôlées par d'autres États, souvent adverses, qui lui compliquent l'accès à l'océan Pacifique et qui lui donnent la désagréable impression d'être encerclé. Du nord au sud, ça commence par la Corée du Sud et le Japon, avec également toutes les îles japonaises de l'archipel Nansei qui s'étendent jusqu'au large de Taïwan et qui abritent une base militaire américaine sur l'île d'Okinawa. Ensuite, on a donc l'île de Taïwan, puis l'archipel philippin des Batan, qui ferme le passage entre l'île de Taïwan et Luçon, la principale île philippine. Ensuite, on a donc tout l'archipel philippin, et au sud, l'archipel indonésien. Donc vous voyez que cette barrière naturelle crée vraiment une sorte de mer intérieure, dont il n'est pas possible de sortir sans passer près des côtes d'un autre État. Et certains de ces autres États entretiennent des relations relativement privilégiées avec les États-Unis, principal adversaire de la Chine. Des traités de défense mutuelle existent avec la Corée du Sud, le Japon, les Philippines et Taïwan. Et vous pouvez voir sur la carte la présence de bases militaires américaines dans la région. On comprend donc un peu mieux cette impression d'encerclement des Chinois. Concernant Taïwan, les États-Unis lui vendent des armes afin qu'elle puisse assurer sa défense. Et ils maintiennent également la possibilité de décider de venir en aide à l'île en cas d'attaque chinoise. Alors cette position n'est pas un engagement ferme et constitue ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique adoptée par les États-Unis sur le dossier taïwanais. Donc ils ne s'engagent pas à intervenir pour ne pas dégrader leur relation, par ailleurs déjà glaciale, avec la Chine, mais n'excluent pas non plus cette intervention, de manière à ce que les Chinois n'aient pas l'impression d'avoir le champ totalement libre. Et on peut d'ailleurs faire le parallèle avec la situation en Ukraine, où à l'inverse, Biden a explicitement exprimé le fait que l'armée américaine ne viendrait pas défendre militairement l'Ukraine en cas d'invasion russe. Et ce positionnement a très certainement été un élément rassurant pour Vladimir Poutine. Le contrôle de Taïwan permettrait donc à la Chine de faire sauter un verrou et de totalement chambouler la géopolitique de la région. L'encerclement dont elle s'estime victime serait brisé, elle disposerait d'un accès ouvert au Pacifique, élément absolument stratégique, notamment pour la circulation de ses sous-marins, car actuellement les sous-marins chinois doivent emprunter des routes particulières offrant assez de profondeur à travers les nombreuses îles de la mer de Chine pour atteindre enfin le Pacifique sans être détectés. Ça permettrait également de confirmer ses positions en mer de Chine méridionale, de sécuriser ses routes commerciales passant le long de ses côtes et, à l'inverse, d'exercer une pression sur les approvisionnements japonais. Et dans l'immédiat, la question de Taïwan est d'ailleurs au final bien plus inquiétante pour le Japon que pour les États-Unis, qui sont pourtant très présents sur le sujet. En fait, l'intérêt des États-Unis est pour l'instant de maintenir le statu quo. Ils n'ont pas intérêt à une guerre dans laquelle ils pourraient être embarqués et qui serait désastreuse pour tout le monde. La situation actuelle, qui verrouille la progression chinoise, est donc pour eux satisfaisante. Alors néanmoins, on assiste depuis quelques années à une montée des tensions. La Chine se montre de plus en plus agressive, elle multiplie les patrouilles ou exercices militaires aériens et maritimes qui pénètrent les eaux ou le ciel taïwanais, et des attaques informatiques dans l'île sont également attribuées à la Chine. Les relations se sont en fait refroidies à partir de 2016 suite à l'élection de Tsai Ing-wen à la présidence taïwanaise, qui a été réélue en 2020. Tsai Ing-wen est membre du Parti démocrate progressiste et était en faveur d'une déclaration d'indépendance de Taïwan. Ce positionnement rompt largement avec les positions de son prédécesseur, Ma Ying-jeou, membre du Kuomintang, et qui soutenait plutôt un rapprochement politique et économique avec la Chine. Alors évidemment, l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen déplaît fortement à la Chine, et cette dernière s'emploie dès lors à faire pression sur Taïwan, militairement, on l'a déjà évoqué, mais également politiquement et économiquement. Politiquement, la Chine tente d'isoler Taïwan sur la scène internationale. Alors depuis 1971 déjà, Taïwan ne dispose plus de siège à l'ONU, elle l'a perdu au profit de la Chine, et aujourd'hui, seuls 14 pays la reconnaissent comme un État. Et la Chine utilise des pressions pour que ces derniers États qui reconnaissent encore Taïwan ne la reconnaissent plus.
Cette non-reconnaissance va par exemple être une condition à l'attribution d'investissements chinois. Et au final, entre 2016 et 2020, sous le premier mandat de Tsai, 6 pays ont mis un terme à leurs relations avec l'île. Kiribati, les îles Salomon, la République dominicaine, El Salvador, le Panama et Sao Tomé et Principe. Alors le fait de ne pas reconnaître Taïwan comme étant un État fait qu'il n'y a pas de relations diplomatiques officielles inter-États. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que Taïwan ne discute pas avec d'autres pays. Elle dispose d'un réseau de 111 postes diplomatiques à l'étranger qui font en fait presque office d'ambassade. Elle est aussi membre de plusieurs organisations internationales qui permettent à des entités qui ne sont pas juridiquement des États de participer. Et on notera d'ailleurs qu'elle tente de ménager la Chine lorsqu'elle intègre une organisation en prenant un nom diplomatiquement acceptable. Elle est par exemple membre de la Banque asiatique de développement sous le nom de Taipei Chine, Taipei étant la capitale de Taïwan, de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique sous le nom de Taipei chinois, ou encore de l'Organisation mondiale du commerce sous le nom de Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen, Matsu, Taipei chinois. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai en 2016, la Chine met son veto, lorsqu'elle le peut, à la participation de Taïwan dans un maximum d'organisations internationales. Et en termes de politique interne, on notera également que la Chine a tenté d'user de désinformation lors de la campagne de 2020 pour dénigrer Tsai Ing-wen au profit du candidat du Kuomintang, qui, lui, était en faveur d'un rapprochement avec la Chine. Mais ça n'a pas fonctionné puisque Tsai Ing-wen a été réélu. La Chine tente également de faire pression sur Taïwan économiquement, par exemple en imposant des restrictions sur le nombre de Chinois continentaux autorisés à se rendre à Taïwan pour le tourisme. Ce nombre est passé de 4 millions en 2015 à 2,7 millions en 2019. Elle impose aussi des embargos, par exemple sur certains produits agricoles. Mais en réalité, sur le plan économique, la Chine tente plutôt d'intégrer au maximum Taïwan à son économie afin de rendre à terme une réunification logique et évidente. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, les deux pays ont des économies très liées, et évidemment Taïwan en a conscience et tente au contraire de diversifier ses partenaires, notamment à travers la New Southbound Policy, lancée par Tsai en 2016. C'est un projet politique et économique ayant pour but de renforcer les liens de Taïwan avec de nombreux pays en Asie du Sud-Est et en Indo-Pacifique, que vous voyez sur la carte. En parallèle de l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen, les relations de Taïwan avec les États-Unis se sont renforcées sous l'administration Trump. Durant cette période, des échanges diplomatiques inédits ont eu lieu. Trump a échangé avec Tsai au téléphone, a envoyé à Taïwan des officiels de la Maison-Blanche, et un complexe d'une valeur de 250 millions de dollars et servant d'ambassade de facto, même s'il n'en porte pas le nom, a été inauguré. Taïwan a également acheté pour plus de 18 milliards de dollars d'équipements militaires aux États-Unis durant la présidence Trump, et aujourd'hui, l'administration Biden continue dans ce sens. Tous ces éléments crispent très fortement la Chine, qui voit bien que le soutien américain apporté à Taïwan a pour but de freiner leur développement dans le cadre de leur compétition pour l'hégémonie mondiale. Pour Pékin, le soutien américain à Taïwan découle uniquement de l'importance géostratégique de l'île pour les États-Unis. Pour toutes ces raisons, la menace d'une guerre s'intensifie ces derniers temps. Mais il faut rester pragmatique, la Chine a intérêt à ce que cette réunification se fasse pacifiquement. Une réunification par la force aurait des conséquences néfastes pour tout le monde. On parlait tout à l'heure de l'industrie des semi-conducteurs, qui est absolument stratégique. Une guerre non seulement la fragiliserait, mais couperait également la Chine de ses approvisionnements, au moins le temps du conflit, ce qui n'est absolument pas souhaitable pour les grandes entreprises chinoises du numérique. C'est pour ça d'ailleurs que le leader taïwanais des semi-conducteurs, l'entreprise TSMC, est parfois vu comme le bouclier économique de Taïwan, en tout cas tant qu'elle conserve son monopole. Alors ensuite, il convient de se poser la question, la Chine a-t-elle les capacités de prendre Taïwan par la force ? Jusqu'en 2007, Taïwan bénéficiait de moyens de défense supérieurs à ceux de la Chine, mais la situation s'est ensuite largement inversée. En 2020, le budget chinois de la défense s'élève à 245 milliards de dollars, contre seulement 11,6 milliards pour Taïwan, soit un rapport de 1 à 21. La Chine a plus de troupes, plus de forces aériennes, navales, bref, plus de tout. Mais Taïwan reste une place forte difficilement prenable, par sa géographie d'abord. Évidemment, le fait qu'elle soit une île est un avantage indéniable, et elle dispose également d'un relief montagneux et forestier dans l'est de l'île, pouvant servir de couvert ou de refuge. Taïwan a théorisé une stratégie de défense face à une tentative d'invasion chinoise qui porte le nom de Overall Defense Concept. Son objectif est d'apporter une réponse à l'agression chinoise et d'empêcher le débarquement des forces ennemies sur l'île. Dans un premier temps, le but est de préserver un maximum de capacités militaires lors d'une première phase de frappe chinoise qui ciblerait des éléments stratégiques comme des ports, des aéroports avec le matériel qu'ils abritent ou toute base militaire. Préserver ces éléments donnera une force de réponse considérable à Taïwan lors de la traversée du détroit par les Chinois.
car c'est à ce moment-là qu'ils seront les plus vulnérables. Ils devront transporter hommes et matériel en mer ou dans les airs et seront donc des cibles faciles, d'autant plus que les Taïwanais auront les moyens de tirer avec leurs forces navales, aériennes et terrestres combinées. Le but est donc d'arrêter l'offensive dans les eaux proches du littoral ou au pire sur les plages. Et même si les Chinois parviennent à pénétrer l'intérieur de l'île, il faudra réussir à la contrôler totalement et à la tenir. Et pour empêcher ça, Taïwan peut compter sur sa dernière ligne de défense que constituent ses 1 500 000 réservistes. En 2022, Taïwan a d'ailleurs créé une agence de mobilisation de la défense. C'est en fait une nouvelle administration ayant pour but de renforcer le rôle, la préparation et la disponibilité des réservistes. Mais également plus largement de préparer tout citoyen à une situation de crise. Le but est de montrer à la Chine que Taïwan est déterminé à se défendre jusqu'au bout, sachant que les Taïwanais se battront chez eux, ils pourront donc s'appuyer sur tout un tas de ressources civiles à disposition sur place, tandis que les Chinois devront mettre en place un pont logistique complexe depuis le continent. La victoire chinoise n'est donc pas assurée, en tout cas pas avec les forces dont la Chine dispose aujourd'hui, et une défaite serait une humiliation pour le président Xi Jinping, qui pourrait y jouer sa place à la tête du pays. À mesure que la Chine prend de la place sur la scène internationale et que le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine approche, les tensions montent dans le détroit de Taïwan. Mais vous voyez que les différents camps restent pragmatiques. Personne n'a intérêt à la guerre. Donc a priori, un conflit n'est pas envisagé dans l'immédiat si la situation reste comme elle est. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un fait bien particulier qui ferait office de casus belli, des tirs entre navires de guerre, un avion chinois qui pénètre un peu trop le ciel taïwanais et qui se fait abattre. Ce sont parfois des petits incidents comme ça qui déclenchent des guerres. Mais comme je le disais, la démocratie taïwanaise permet l'alternance politique dans le pays. Donc la Chine a plutôt intérêt à attendre l'élection d'un président proche du régime chinois, ce qui lui permettrait d'englober Taïwan progressivement et pacifiquement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un like, ça m'aide au référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Et encore une fois, un énorme merci à tous les tipeurs qui me soutiennent sur Tipeee ou Utip. Et si vous voulez les rejoindre, vous trouverez les liens en description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!